Bienvenue à Pacte Pod pour le Clubhouse pour ce Rugby Coupe de Monde 2019 en Japon. Nous sommes tout d'abord 3 amis, mais aussi 3 joueurs de rugby aux différents niveaux. Moi-même, je suis Terry Kaufman, TK. Ancien joueur de foot US, mais aussi j'ai passé quelques années sur le terrain de rugby en folklore. Et c'est là où j'ai rencontré Charlie Bayer, qui est aujourd'hui joueur et capitaine de son club, le Massif Central. Bonjour Charlie. Coucou, c'est les tickets. Alors déjà juste pour commencer, je me suis fait engueuler par mes copains de Garches parce que parce que j'ai pas dit que j'étais aussi passé par là, mais entre la joie que j'ai eue de pousser derrière toi et l'honneur que j'ai d'être au Massif, je suis passé par Garches aussi. Voilà. Bonjour à tout le monde à Garches alors. Voilà, nous sommes aussi coucou. nous sommes aussi très contents d'avoir à nos côtés le plus expérimenté de nous trois, Théo de Saint-Rémy, ancienne Racing Man. Et oui, je suis là pour cette petite séance de podcast. Grand plaisir. Et effectivement, on se prépare, on est chaud, on monte en température comme nos bleus, on l'espère. Alors, voici notre deuxième podcast de Pacte Pod et nous avons du pain sur la planche avec des présentations de poules, nos pronos, et nous allons parler de pourquoi Priso n'était pas prise et d'autres polémiques qui démarrent avec la lettre P. Mais pour démarrer, nous allons regarder tout de suite notre équipe de France, les 31 joueurs, ils sont là déjà en Japon. Charlie, dis-nous tout. Alors, je vais tout vous dire. Déjà, juste sur la forme, moi, il y avait un truc qui m'avait frappé. C'est la semaine dernière, Théo, tu m'avais parlé de l'annonce là des Gallois que j'ai regardé du coup. J'avais en tête moi celle des Anglais. T'as l'Afrique du Sud aussi qui a fait un truc. Les mecs ont fait une teuf d'une demi-heure où ils font venir les joueurs un par un, des vidéos de partout. Il y avait ça chantait et tout, c'était la fête et tout. Nous, on avait Brunel chez Boulot. Voilà, c'était pas, c'était un peu moins. Ça envoie du rêve, ça envoie du rêve. C'était un peu moins paillettes, un peu moins champagne, mais est-ce que le feu d'artifice qu'on n'a pas eu dans l'emballage, on l'a dans le contenu? Moi, je pense que oui, c'est une équipe qui me plaît pas mal. Alors, on va commencer par parler un peu de ceux qui ont été écartés. T'as les Ratez et Bello, donc c'est un peu, bon, c'est dur pour eux d'avoir fait toute cette prépa pour rien, surtout surtout avec les promesses de Brunel de faire jouer tout le monde. C'était un peu dur. Bello en a eu gros, il s'est un peu lâché dans les médias. Ça prouve qu'il a du caractère. Ça prouve, exact, c'est vrai. On regarderait ça, voilà. Ouais, on retiendra ça. Et puis, bon, après, en soit, c'est une douleur, c'est une colère qu'on comprend, hein. Ça fait partie du jeu, mais bon, ça n'empêche pas que ça pique, quoi. Tout à fait. Sinon, donc, il y a eu 2 départs parmi le meilleur poste du rugby actuel. Il y a eu 2 départs en deuxième ligne, c'est un peu dommage. Taofi Fenua, bon, qui faisait pas partie, je pense, de ceux sur lesquels Brunel comptait le plus au départ, mais paraît-il, il a été surpris par sa prépa, par ces 2 mois passés ensemble, par les matchs qu'il a fait, mais bon, ça n'a pas suffi. Lorbec, on va regarder un peu de plus près, vu que la semaine dernière, Théo, tu t'avais déjà vu venir un peu ce qu'on avait parlé d'Ituria, ouais, ça sentait pas bon, ça sentait le roussi, ouais. Tu as fait exprès? Ça sentait le roussi pour Lambert. C'est moche. Non, c'est même pas une blague. Et Priso qui n'a pas été pris. C'est notre déception esthétique, celle-là surtout. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être que c'est parce qu'il veut pas prendre l'avion. Ça, c'est vraiment. Il faut faire une petite enquête là-dessus. Ouais, moi sur Lambert, je fais juste un petit commentaire, Charlie. Je trouve que là-dessus, le staff manque complètement de conviction. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a émergé au printemps dernier, qui a été très très bon sur vraiment des fondamentaux que ce staff appelle depuis plusieurs années, enfin, depuis qu'ils sont aux manettes, du rugby de mouvement, de la passe après contact, de la prise d'intervalle, du déplacement, y compris sur des postes traditionnellement moins mobiles que les autres. Il trouve un mec qui coche toutes les cases, qui en plus a du mental, et puis à 2 mètres du buffet, il se pète la gueule et il l'embarque pas. Pour moi, c'est assez incompréhensible. Et mon analyse, c'est qu'ils ont eu peur de ne pas prendre Picamol, tout simplement parce que Picamol a fait un bon match. Ils se sont retrouvés en concurrence de manière indirecte à cause de la polyvalence d'Ituria. Et ils n'ont pas osé, quoi. Ils n'ont pas osé se passer de Picamol. Bon, tant mieux pour Picamol, tant pis pour Lambert. Mais moi, je trouve que ça affiche surtout un manque de conviction. Et je trouve que c'est pas la peine de chanter qu'on veut faire du rugby de mouvement pour se passer du joueur moderne qu'ils ont sorti du chapeau et qui correspond à ces critères. Je trouve ça complètement con. Maintenant, voilà, belle route à Picamol et puis on n'en reparle plus. Et puis Lambert, on le reverra, j'en suis certain. Et il a été super classe. En plus, il a été déçu, mais il a dit, moi, voilà, c'est que du rugby, ce que j'ai trouvé très classe, quoi. Voilà, donc je l'aime encore plus maintenant.
Non, bah tu vois, c'est gagnant-gagnant. Tu l'aimes encore plus et on va le revoir, on est sûr de le revoir. Donc ça fait que Exactement. ça promet un beau futur. Exactement. Et puis donc du coup tu parlais de Piqué Hamol, ça me permet de rebondir sur la troisième ligne. Piqué Hamol, je pense que c'était quand même difficile de s'en priver. Je pense que le 8 c'est quand même un poste très important, troisième ligne centre. Le fait de prendre un mec qui est de l'expérience et à ce poste-là, parce que c'est vrai que c'est pas le seul à y jouer, mais je veux dire c'est le seul à n'y avoir que joué, on va dire. Je sais pas si je le formule correctement, mais Ouais. et donc le reste de cette troisième ligne, c'était troisième ligne, c'est celle qui a, je pense, qui a le plus fait parler d'elle dès le premier match, hein, de ces 3 matchs de préparation. Et au niveau des promesses montées de Brunel par rapport à Belo et Rates, bah, il y en a quand même certaines qui ont été tenues. C'est vrai qu'il avait annoncé les réservistes de cette équipe de France comme des mecs qui potentiellement pouvaient rejoindre ce squad. Il avait dit dès le début que la concurrence était ouverte et que le groupe des 31 plus 6 n'était pas fermé, que les 6 pouvaient changer. Et en effet, dans ces 6, il y a Olivon qui a beaucoup prouvé sur ces 2 mois et qui part pour le Japon. Et Aldrit, il était des réservistes aussi. Je crois, Ou il l'avait dès le début. je crois pas qu'il était réserviste Aldrit. Non, non, je crois Il qu'il était était pas déjà réserviste. dans les petits papiers, lui, hein, quand même. Ok, donc je pense, les gars, honnêtement, je pense qu'on peut passer toute la journée pour parler des avants, parce qu'en fait, ça nous intéresse le plus, hein. Bah ouais, Donc il ouais, faut ouais. aussi donner un peu de temps à ces arrières, parce que franchement, on a des choses à voir, on a des personnes vraiment intéressantes à voir, notamment Penaud, Dupont. Théo, parle-nous un peu de ces arrières. Moi, je trouve que sur les arrières, on a une chance quand même, c'est qu'on a 3 demi de mêlée de très grande qualité, qui sont pas tout à fait dans le même registre, mais qui sont tous les 3 très bons, hein. Quand on a Dupont, Machenaud et Serin dans un squad, franchement, on est tranquille. C'est-à-dire que même s'il y en a un qui se fait mal, on a encore 2 super bons derrière. Euh, Tout le reste de l'équipe derrière, on a des joueurs de talent. On a la pépite, peut-être le grand joueur de cette Coupe du Monde. Si la France fait un grand parcours, ce sera grâce à Damien Penaud, qui est extraordinaire de qualité athlétique et de sens du rugby. Je trouve que à chaque sortie, il est encore meilleur que celle d'avant. Après, on a des joueurs voilà, qui sont tout à fait corrects sur tout le reste des postes. Sauf, malheureusement, je trouve que en 10, on est très léger parce que on a Ramos qui se cherche un peu 10 ou 15, Lopez qui a un potentiel malgré tout limité et qui est irrégulier, et Ntamak qui est très jeune. Et tout ça, ça fait qu'on a, je pense, pas du tout d'assurance tout risque sur ce poste-là, qui est quand même le poste clé d'une équipe de rugby, il ne faut pas se mentir. Et quand en face, on a Bowden Barrett chez les Blacks, Sexton chez les Irlandais, et notre ami Bigard chez les Gallois, sans parler des Anglais avec Ford et l'homme au regard de travers quand il bute qui m'énerve, on n'est pas bien en comparaison quand même. On n'est vraiment pas bien. Mais voilà, après, je pense que maintenant, ils sont là, ils sont dans les 31, il faut les soutenir, et puis on va y croire, et puis on verra bien, on fera les comptes à l'arrivée, hein. Voilà. Oui, donc tu as dit on est léger en 10, on peut aussi simplement dire qu'on est expérimenté. Donc peut-être ça va venir avec les premiers matchs. Charlie, je pense que tu es content parce que t'as ton joueur chouchou qui est là. Bah, chouchou, si tant est qu'on puisse avoir un chouchou parmi les 3 quarts, mais oui, effectivement, je suis très content de la présence de Fofana. Bon, pour des Ne raisons que je sois vais pas pas. sectaire, Charlie. J'ai envie. Non, non, mais pour des raisons que je vais pas faire toutes les émissions là-dessus. Mais je suis très content de le voir. Au-delà de la petite blague, je pense que c'est bien d'avoir quand même quelques papas dans ces 3 quarts. Lui, Médard, Huget, ils vont faire du bien justement à l'inexpérience que tu évoquais, Théo. Et même sans ça, au-delà des vannes, la paire Fofana-Ficou, j'y crois beaucoup, quoi. Donc, je pense que c'est un plus pour nous dans cette ligne de 3 quarts. Ok, si on parlait vraiment de cette Rugby Coupe du Monde 2019 à Japon, pour être très clair, il y a 4 poules de 5 équipes avec les 2 meilleures équipes de chaque poule qui vont sortir en play-off. Pendant les 2 mois à venir, nous avons beaucoup de rugby à voir et ça va être spectaculaire. Ah, ça, c'est sûr que ça va être spectaculaire, parce que on a de très très belles équipes, de belles oppositions, et dès le premier tour, on a des très grosses oppositions. Donc ça, c'est vrai que ça va être très sympa. Allez, nous allons commencer par le pool A. Oui, la poule A, bah, Ticket, tu vas nous faire un petit focus dessus, mais déjà, moi je te dis de qui tu vas nous parler. Irlande, Écosse, 2 équipes qu'on connaît quand même très bien. Le Japon, qu'on connaît mal, mais attention, ils ont battu les Sud-Africains en 2015. La Russie, qu'on connaît très mal, et les Samoa, une équipe très costaud. Ok, si nous parlons de le favori de cette poule-là, Irlande,
pour moi, de parler de cette équipe d'Irlande pour aujourd'hui et pour l'avenir, il faut comprendre un peu leur passé. En 2017, mars 2017, il y avait un défaite contre le Pays de Galles. Après, en 2017, ils ont gagné 21 matchs à la suite, ils ont perdu une seule. Donc ça veut dire qu'ils ont battu Afrique du Sud, ils ont battu Nouvelle-Zélande, Angleterre, France, Argentine, Australie 2 fois. Et donc vraiment une équipe en 2018 qui vraiment montait en forme. Début de 2019, 6 Nations, bon, c'était un peu moins en forme, c'était pas leur moment. Ils ont eu 2 défaites pendant ces 6 Nations. Donc ils ont aussi pris un gros claque contre l'Angleterre avec 47 points encaissés. Là, récemment, ils ont pu gagner leurs 2 derniers matchs de test contre le Pays de Galles, donc ça les fait remonter en confiance. Ils ont passé en fait au numéro 1 ranking de World Rugby. Je suis pas sûr si Théo ça t'intéresse ou pas. Tu sais que j'aime pas ce classement. On verra pourquoi, peut-être un autre épisode. Mais là, d'un coup, ils sont d'un coup le numéro 1. Donc, est-ce que c'est eux vraiment le favori pour ce Coupe du Monde de gagner tout? Peut-être pas. Mais je pense que ce qu'on peut dire, pour moi, il y a 3 mots qui sortent. Un, c'est un équipe réaliste, dans le sens, ils savent ce qui peut le faire, parce que ils ont vécu en 2017, en 2018 fantastique. Ils savent qui peut battre le plus grand. Donc ça, c'est important. C'est une équipe qui, entre guillemets, aware. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ils savent aussi qu'ils peuvent perdre et donc ils peuvent adresser leurs points faibles. Donc si avec ça, ils ont pu gagner vraiment confiance, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment capable de gagner ce Coupe du Monde. Ils ont des joueurs, ils ont un long liste de joueurs. On va prendre des scores de ce dernier match ce week-end. Il y avait le première ligne, Tadek Furlong, si je dis bien, qui a marqué. Rob Kearney en arrière qui a marqué. James Ryan, bon, nous on sait bien qu'on aime les deuxièmes lignes ici à Impact the Pot, il a marqué. Donc ça, c'est 3 grands joueurs. Ils ont leur numéro 10, leur Johnny, un Johnny irlandais, pas le Johnny Wilkinson, Johnny Sexton, un peu moins beau, mais quand même pas mal. Ils ont un numéro 9 qui est bon, Connor Murray. Ils ont le Soudaf du coin. Donc comme Théo a dit, il y a toujours un Soudaf dans chaque équipe. Toujours un Sudaf dans une équipe. Voilà, donc c'est Van der Flyer. Donc c'est une équipe vraiment complète. Ils ont un seul défaut, ils sont pauvres en barbe. Ah, c'est vrai, aucune barbe sur une équipe. Je me demande s'il faudrait pas en faire un truc éliminatoire là. Donc, tu as parlé du Penaud aussi pour l'équipe de France. Ils ont Stockdale, on peut dire que c'est The Irish Penaud pour moi. C'est quelqu'un qui bouge très vite. Et aussi leur capitaine avec plus de 100 caps, Best. Et vraiment, je pense que nous, on a tous eu un mec sur l'équipe, le mec qui est vraiment pas drôle, hein, qui veut juste gagner et c'est tout. Il rigole jamais, il est juste là pour gagner, il s'en fout. Donc vraiment, c'est vraiment une équipe complète. Ouais, clairement, l'Irlande, elle est favorite, mais du coup, tu penses dans cette poule, il y en a qui peuvent rivaliser contre elle, ou elle va juste marcher sur tout le monde moi, je pense qu'effectivement, elle ne peut. Enfin, il serait très étonnant qu'elle ne finisse pas numéro 1 de cette poule. Voilà. Après, en faire un favori pour la Coupe du Monde, moi, je crains un peu qu'ils aient grillé toutes leurs cartouches de succès avec cette équipe-là et cette génération-là. Et que là, sur les matchs de phase finale, que ce soit compliqué pour eux contre les plus grandes écuries. Maintenant, en tout cas, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi, avec des joueurs extraordinaires. Et eux, pour le coup, ils ont une charnière qui a des certitudes et qui sont pas des rigolos. Ça, c'est clair. Donc, le deuxième équipe de ce pool, on va dire, c'est l'Écosse, je dirais, l'équipe qui a plus de sens de sortir. Donc, nous avons déjà vu récemment contre l'équipe de France dans les 2 matchs de test. Une équipe qui savent marquer, qui a parfois des problèmes, d'aller jusqu'au bout, qui ont des compétences physiques, qui ont des leaders avec Stuart Hogg. Qui au niveau de nom, bon, c'est pas superbe, mais au niveau de résultats, c'est vraiment très très bien. Ils ont un charnière qui est quand même assez impressionnante, avec Laidlaw qui lays down the law, qui est vraiment très réglo, il sait très bien ce qu'il fait très bien son métier. Et Finn Russell, donc le numéro 10, qui fait rêver avec ses petits passes de coup de pied, qui attaque vraiment la ligne, qui sait passer, qui sait gagner des mètres, donc c'est vraiment quelqu'un, le numéro 10 d'Écosse, c'est quelqu'un à voir. Oui, donc une équipe intéressante qui peut lui montrer des choses. Est-ce qu'ils vont battre Irlande? Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils vont battre des autres équipes dans ce pool? Ils ont des chances. Ouais, c'est ça. Après, je pense que la hiérarchie dans cette poule, elle est déjà un petit peu écrite avec Irlande-Écosse qui devrait sortir. Mais voilà, attention. Bon, la Russie, soyons honnêtes, il n'y a aucune chance qu'ils sortent. Ils viennent de prendre 80 grains par les Italiens. Donc c'est vous dire qu'avant qu'ils battent les Irlandais, il va se passer couler de l'eau sous les ponts. En revanche, Samoa et Japon, c'est des équipes à surprise. Donc je sais pas ce que tu as préparé là-dessus, Thierry, comme revue d'effectifs, mais
Attention, hein, le Japon, comme je le disais tout à l'heure, ils ont quand même fait la surprise du mondial 2015, c'est eux qui l'ont faite, en battant les Sud-Africains. D'ailleurs, il y a un long métrage qui sort sur le truc et de ça, tellement ça les a marqués. Et les Samoa, faut jamais oublier que la plupart des All Blacks et la plupart même des joueurs d'origine maori qui jouent dans les équipes européennes par des artifices de passeport, ce sont des mecs qui ont au moins un grand-parent Oui. sur 4 qui est samoan. Donc, C'est faut vrai. faire attention à Bon, ça. pour le Japon, je te rejoins. Donc, vraiment une équipe en progression. En 2011, ils ont fait en 2011, ils ont pu faire un match nul contre le Canada, donc gagner 2 points. 2015, 12 points avec la victoire contre les États-Unis et contre Samoa. Et bien sûr, ce fameux match contre l'Afrique du Sud. Et puis c'est chez eux, hein. Attention, hein. Ah ouais, c'est C'est vrai, chez c'est eux, vrai. hein. C'est l'effet, voilà, il y a l'effet à domicile aussi, leur public, on ne sait pas. Et depuis 4 ans, ils se préparent. Et les Japonais, quand ils se préparent à un sujet, on sait Ouais, qu'ils et sont donc ils ont un minutieux bon quand même, hein. coach nouveau-zélandais aussi. Quand on regarde leurs résultats récents, bon, c'est un peu mitigé quand même parce qu'il y a des victoires contre les États-Unis, Fidji, Tonga, Géorgie, ok, il y a un match nul contre la France, mais sinon il n'y a pas des grandes victoires non plus. Cependant, moi, je trouve que c'est une équipe qui est plaisant à regarder et qu'ils ont une certaine envie de gagner, une certaine énergie, une certaine joie de vivre, on a juste envie qu'ils marquent en fait. Et ils savent marquer, ils ont mis 31 points contre Nouvelle-Zélande, 30 points contre l'Australie. Donc, c'est une équipe qui mérite le temps de regarder leur match, en fait. Qui mérite d'être suivi, quoi. Après, ouais, Japon, clairement, ils sont en progression. Moi, je pense que est-ce que c'est eux qui peuvent ravir une deuxième place? Je t'avoue que je les ai pas suivis dernièrement. C'est une équipe qu'on voit, nous, souvent tous les 4 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu l'outsider de cette poule. Par contre, si tu dois parler d'autres équipes, Ticket, je te conseille vraiment pas de dire du mal de la Russie. Je sais pas comment tu vas te débrouiller, mais mais il y en a qui ont eu des problèmes. Donc, essaie de trouver du bon quand même dans cette équipe. Bah, pour le Russie, pour moi, c'est une équipe, bon, comme ils ont arrivé là parce que la Roumanie, le Belgique et l'Espagne, ils ont perdu des points de pénalité. Et en fait, donc en fait, ils arrivent pas un peu par accident. Ils sont surpris d'être dans ce Coupe de Monde. Ils ont quelques joueurs qui jouent en Europe, on va dire en France et je pense un qui joue en Angleterre. Pour moi, c'est quand même des athlètes. Je me souviens, il y a quelques années, je pense que j'ai regardé l'Allemagne contre la Russie. Athlétiquement parlant, j'avais l'impression ils étaient tous 1m90 à 100 kilos, super rapides, super forts, mais pas très techniques. Ils savent marquer des essais aussi, mais dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un plaquage raté, bah ils prennent un essai derrière. Moi, je trouve que le match Japon-Russie, ça va être un match à voir, parce que c'est la première, on a tous envie de démarrer cette Coupe du Monde, mais je pense que ça va être un 35-30 ou quelque chose comme ça. Donc. Ouais, là, je te rejoins tout à fait. C'est ce qui est génial dans les Coupes du Monde. C'est que, bon, grosso modo, il y a 2 Coupes du Monde, hein. Il y a celle entre les grosses écuries et celle des petites écuries. Les matchs grosse écurie contre petite écurie, c'est parfois un peu too much parce que les mecs prennent 60 points. À la fin, ça fait un peu mal. On se dit, bon, faudrait peut-être arrêter, limiter le match à 70 minutes. Enfin, bon, surtout contre les British qui hésitent jamais à appuyer sur l'accélérateur quand ça fait mal. Alors que nous, on a tendance à avoir des gros trous d'air, y compris contre les petits. Bon, on est plus sympa, on va dire. Mais ce qui est génial, c'est les matchs entre guillemets petites équipes. Donc c'est vrai que Japon-Russie, ça peut être que génial comme match parce que les mecs ont pas grand-chose à perdre et ils sont tellement heureux d'être à la Coupe du Monde qu'ils en voient tout, quoi. Donc ça c'est génial. Ouais, on n'a pas vraiment parlé de Samoa. Je pense qu'une chose, c'est un peu difficile pour moi de déchiffrer ces îles, en fait, de savoir laquelle est laquelle. Donc, on a Fidji. C'est vraiment, c'est eux qui ont gagné les JO à 7. Ok, donc ils ont un jeu très rapide, un jeu qui est très fluide, oui. Tonga, et bon, ils ont les meilleures coupes de cheveux, je pense, Tonga. Samoa. Pour moi, bah, c'est l'équipe le plus rude, le plus fort, l'équipe qui fait mal, en fait. On est toujours peur C'est une équipe qui fait mal, c'est Ouais, exactement ça. on a toujours peur d'être face à cette équipe, pas parce qu'on va perdre, mais est-ce qu'on va perdre des joueurs, en fait? Est-ce qu'il va y avoir des blessures importantes? Ouais. Ils ont un très mauvais record. Ils ont, techniquement, on va dire, athlétiquement parlant, ils ont plein de joueurs qui sont superbes. Techniquement parlant, c'est un peu moins le cas. Il y avait beaucoup de soucis en parlant de leur fédération. Ils ont un nouveau coach qui est là depuis à peine 1 an. Ils ont des playmakers, Jack Lamb, Chris Bowie, donc c'est des vrais joueurs. Ils peuvent montrer quelque chose et surtout, ils peuvent faire mal quand ils te plaquent, hein. En fait, du coup, tu nous parles d'une poule, la poule A, où t'as plutôt une hégémonie de l'Irlande, t'as une équipe qui se démarque pas mal parmi ces 5, et peut-être des outsiders, mais t'as vraiment une hégémonie d'une équipe. La poule B, c'est un peu différent, parce que t'as quand même plus d'équipes. Je sais pas, Théo, tu nous as préparé un petit truc Ouais, là-dessus. bah, c'est vrai que la poule B,
pour moi, c'est pas l'hégémonie d'une équipe, c'est l'hégémonie de deux. Hein. Donc la poule B, Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks que tout le monde connaît, j'espère, ceux qui nous écoutent, avec l'Afrique du Sud, Springboks, hein, et puis derrière, Italie, Namibie, Canada, voilà, qui sont aussi des habitués de la Coupe du Monde, mais qui sont qui sont jamais sortis des poules, sauf le Canada qui était sorti en 91, et qui sont vraiment des tout petits pays de rugby. Donc là, le scénario, on le connaît déjà. Autant la poule A, il y a un petit doute sur qui devrait accompagner l'Irlande. Autant la poule B, on sait déjà que c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud qui vont sortir. C'est pas possible autrement. Donc, la seule vraie question pour cette poule, c'est qui va afficher sa suprématie entre ces deux équipes. Alors, tout le monde a tendance à dire que les All Blacks sont ultra favoris. Moi, je rappelle quand même que l'Afrique du Sud, elle vient de gagner la compétition du Rugby Championship des pays d'hémisphère sud, qu'à cette occasion-là, ils ont fait match nul contre les Blacks, 16-16, et qu'ils avaient battu les Blacks l'année dernière, en 2018, à Wellington. Les Sudaf sont allés battre les Blacks 36-34 dans la même compétition du Rugby Championship. Donc, même si au final, j'ai regardé un petit peu, grosso modo, sur l'histoire des confrontations entre les deux, les Blacks gagnent à peu près 2 fois sur 3. Mais sur les dernières fois, ça a été quand même extrêmement serré. Et on a une équipe d'Afrique du Sud qui était tout à fait moribonde dans les années 2016-2017, qui a fait une année 2018 beaucoup plus encourageante et qui a une grosse équipe. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez les Blacks, c'est qu'ils ont un tel réservoir, ils ont une telle culture de ce jeu, etc., qu'on a toujours des effectifs extraordinaires. Ils sont malgré tout, dans leur sélection des 31, ils sont passés à côté d'un joueur que je suivais un petit peu, moi, qui s'appelle Karl Tuinuku Affe. Donc déjà, j'ai l'impression que le mec va me faire un café quand je dis son nom, donc ça me fait rêver. Et surtout, il a un look mais génial. Il fait 1m80 et 135 kg, dont je dirais 5 kg de moustache ou un truc comme ça, parce qu'il a une dégaine démente. Et surtout, c'est un gars qui était complètement passé à côté de sa carrière, et qui à un moment s'emmerdait, était au chômage. Les mecs lui ont dit bouge-toi le cul, reprends le rugby. 6 mois après, il était All Black. Donc j'adore cette histoire. Malheureusement, il ne sera pas là. Je mettrai quand même sur la page Facebook sa photo, parce qu'il y a 2-3 photos de lui qui font rêver. J'aurais beaucoup aimé qu'il soit là. Mais blague à part, côté All Blacks, on ne va pas passer tous les jours en revue, c'est impossible. Mais on a quand même, moi, la fratrie Barrett, qui est vraiment le truc qui me fait rêver dans cette histoire. Le père, Kevin Barrett, c'est un mec qui était joueur professionnel dans les années 80 ou 90. Quand il a arrêté sa carrière, il a dit à ses potes, moi je vais être éleveur de All Blacks maintenant. Il a commencé par avoir 8 enfants à côté de sa ferme où il a 200 vaches. Et sur les 8 enfants, il y en a quand même 3 qui sont All Blacks. Les autres, ils doivent pas être pourris non plus. Et c'est quand même fantastique. Donc Boden Barrett qui est exceptionnel. Scott Barrett qui a quand même mis les autres deuxième lignes, Retallick et compagnie sur le banc. Il faut quand même le faire. Et puis alors le troisième, qui sera peut-être une des stars du mondial aussi, qui s'appelle Jordi Barrett. 1m95, pas loin de 100 kg, et il joue arrière, le mec. Donc c'est quasiment un gabarit de troisième ligne. Donc bon, ces joueurs-là, ils vont évidemment animer la Coupe du Monde. Et c'est une belle histoire, une fratrie de mecs qui jouent une Coupe du Monde ensemble sous le maillot le plus légendaire qui soit. C'est quand même génial. Côté Afrique du Sud, moi je suis bon. Ils ont toujours une culture avec des avants extrêmement costauds. Bon, c'est une équipe un peu endeuillée. Je fais une toute petite parenthèse. Vous avez lu ou entendu que Chester Williams est mort il y a 2-3 jours. 49 ans, on entend beaucoup de choses sur les champions du monde 95 qui auraient été dopés, etc. et qu'il y aurait la moitié de l'équipe qui serait morte. Bon, il ne faut pas dire de conneries non plus. Il y a 4 joueurs de ce squad qui sont morts. 2 effectivement de crise cardiaque, James Small l'année dernière et là, effectivement, Chester Williams, qui était un joueur de légende, puisque c'était le premier noir à être Springbok après la lutte de la fin de l'apartheid. Donc c'est loin d'être anecdotique. Et ils ont effectivement perdu aussi Ruben Kruger, qui avait une tumeur au cerveau, et puis Joost van der Westhuizen, qui était le grand numéro 9 de l'équipe championne du monde 95, qui est mort d'une maladie genre maladie de Charcot ou un truc comme ça. Donc c'est pas la moitié de l'équipe, mais c'est quand même 4, ça interpelle.
Là, je ne sais pas si vous avez vu passer aussi, on pourra la mettre sur le site, sur le Facebook, la photo sur les réseaux sociaux des Sudaf Ah tous oui, torse nu. Enfin, on dirait Schwarzenegger tous là, donc c'est quand même aussi un peu angoissant, je dois dire. Ouais, mais tu sais, avec les filtres Instagram, maintenant, on fait des trucs Ça incroyables. doit être ça. Ouais. Ou tu sais, la fameuse image aussi des mecs qui veulent montrer qu'ils ont le six-pack et en fait, ils se mettent sur un grillage. Ouais. Vous avez vu celle-là? C'est ça, Ils sont peut-être comme ça en fait. Je suis Non, sûr, il y a un bon, truc. moi, cette photo, elle m'angoisse un peu quand même. Je trouve que c'est un peu extrême maintenant, le gabarit des mecs là. Moyennant quoi, sur les Sudaf, je pense qu'ils ont un gros atout. C'est qu'ils ont une charnière qui est vraiment fantastique. Ils ont le petit demi de mêlée qui est pas très costaud, pas très grand, mais qui est très costaud, qui s'appelle Faf de Clerc. Déjà, il a un nom qui me fait rêver lui aussi. Faf comme prénom, déjà, c'est dément. Alors lui, quand tu es numéro 8 et que tu l'as en face, tu prends des tampons d'enfer. Donc c'est quand même super angoissant. D'ailleurs, il y a un joueur anglais d'origine fidjienne, Nathan Hughes, qui a pris une ramponnée l'année dernière, mais il a reculé de 10 mètres sur un plaquage du mec qui avait 15 cm de moins que lui. Donc c'est assez marrant. Et puis en numéro 10, ils ont Pollard, qui jouait à Montpellier, mais qui est vraiment un joueur de classe, qui a un coup de pompe énorme et qui est assez régulier. Donc ils ont une très très grosse charnière. Donc moi je pense qu'ils peuvent battre les Blacks. Je pense que le match qui est juste après France-Argentine du 21 au matin, s'il y en a un à pas rater au premier tour, c'est All Blacks Afrique du Sud, c'est vraiment le match à voir. Mais j'avais une question pour toi, Théo. Moi, je trouve que l'Afrique du Sud est devenue une équipe, on va dire, dans les trois du Sud, de l'hémisphère Sud, c'est devenu une équipe abordable, dans le sens que c'est plus le Sudaf d'avant, c'est une équipe qui est devenue battable. Ils ont perdu un peu de leur mystique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être un peu. Ils ont perdu la mystique, effectivement, des grands requins blancs, avec cette culture-là qui faisait échapper tout le monde aussi, avec toute la culture qui allait avec, en fait, hein, celle du dominant, de l'apartheid et tout ça, où ils trimballaient cette image-là avec eux. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout ça. On a parlé de Chester Williams, qui était le premier joueur noir. Aujourd'hui, ils ont dans leur staff, et a priori, ce sera lui le capitaine, enfin dans leur squad, pardon, un gars qui s'appelle Sia Kolisi, qui est un troisième ligne à la Yannick Nyanga en meilleur, on va dire, extraordinaire de dextérité, complètement athlétique, complètement félin, etc. Et c'est le premier capitaine noir de cette équipe. Donc ils ont mis 25 ans à avoir un noir capitaine. Ça veut dire que peut-être que la vraie nation arc-en-ciel, c'est maintenant qu'elle est réunie, parce que c'est plus les blancs qui prennent un ou deux blacks parce que quasiment faut avoir des quotas et compagnie, mais que c'est quand même un sport de blanc. Non, ça devient là-bas un sport mélangé. Donc peut-être qu'ils ont quitté une mystique pour en atteindre une autre, et peut-être que c'est cette Coupe du Monde qui pourrait nous surprendre là-dessus. C'est beau. Moi, je voulais juste te dire comme ça pour contrer un peu, mais parce que tu parlais du championship là. Toutes les fois où la Nouvelle-Zélande a été championne du monde, elle avait perdu le Tri-Nation avant, le Four Nation avant. Donc moi, je ne peux y voir qu'un signe. Oui, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, non, mais il lâche un peu, quoi. Je me fais pas d'illusions. J'ai rappelé qu'effectivement, dans leur confrontation avec les Sudaf, ils les battent 2 fois sur 3. Donc ça, c'est statistique. Et puis, il faut pas oublier que là, ils ont perdu contre les Australiens de façon assez forte au début du mois d'août. Ils ont pris quasiment 40 points ou 45 points. Tout le monde a commencé à dire le lendemain les Blacks, c'est plus que c'était, machin. La semaine d'après, ils ont été en Australie. Ils les ont battus, enfin, je sais plus où c'était. Petite explication. Ils les ont battus 36-0. 36-0 aux Australiens. Donc voilà, les Blacks, ça reste les Blacks. Faut pas se leurrer, c'est quand même eux les favoris de la Coupe du Monde. Même si on en reparlera. Moi, j'ai une autre idée, mais c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Ouais, ils ont mis 92 contre Tonga avec 14 hommes sur le terrain les dernières 15 minutes. 92 points, ça veut dire un essai à chaque fois qu'il y a engagement. Ah, mais ça devait être tellement horrible. C'est horrible. Mais ils ont fini à 14 en plus pour s'entraîner. Genre, pour dire, ok, on a un carton, on s'entraîne. Allez. Ouais, non, ils voulaient pas blesser un joueur. Théo, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce pool? On a nos autres équipes qui sont effectivement dans cette poule. Donc l'Italie, la Namibie et le Canada. Donc je note que le Canada a son Sudaf de service qui s'appelle Van der Merwe, je crois. L'Italie a son Sudaf de service, on l'a déjà dit, et puis la Namibie, c'est quasiment une filiale des Sudaf. Là-dedans, il n'y a que des Kruger et des Van der machin. Donc on aura
du non-Sudaf à tous les matchs de cette poule. Donc voilà, je pense que c'est une poule qui va nous faire voyager au pays des bourgs. Et moi, je crois effectivement que la Nouvelle-Zélande finira devant malgré tout et qu'on aura un match Canada-Italie qui sera sûrement très sympa. Et je pense que les matchs Nouvelle-Zélande contre les 3 petites équipes vont être sanguinolents, quoi. Ouais, ça va être une boucherie. Hein. Mais ouais, Italie-Canada, je pense que ça promet aussi. En plus, Canada, il y aura je pense que Ticket va se régaler sur les bars. Parce qu'ils nous ont habitués à des beaux festivals. Là, c'est quasiment eux qui les ont inventés. Donc là, ça va être la régalade au moins. J'ai mis ça sur mon calendrier. Allez les gars, donc nous avons vu nos 31, nous avons vu le pool A, pool B, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. C'était dense. Ouais, c'était dense, mais dans une semaine, on va avoir nos premiers matchs. Donc vraiment, je suis super content. Merci à toutes les personnes qui ont suivi notre lancement de notre podcast. On est vraiment très contents par rapport à votre implication, le retour que nous avons eu. Nous sommes très contents d'être là tous les 3 ensemble, mais aussi avec vous, nos auditeurs. Donc merci pour tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter, toutes les bonnes choses. Aussi, vous pouvez trouver notre podcast soit sur notre site ou sur iTunes. Donc, je suis vraiment très content. Donc, merci à tout le monde. Vous pouvez bien sûr nous envoyer un email à pacdepotes@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, les gars. Merci, Ticket. Merci, Charlie. Ça m'a fait plaisir encore une fois. Merci Théo, merci Ticket. Revenez la semaine prochaine, nous allons parler des poules C, les poules D et aussi préparer pour ce premier match, la France contre l'Argentine. Merci à tout le monde, merci à Manu Roger pour la super musique et bonne semaine à vous. Allez, ciao, ciao.